Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Hervin, moi je suis le coordinateur du Hub Cyber and Security de Systématique et on va lancer la session parce qu'il est justement 16 h. Donc on va en profiter tous ensemble. Alors, on va faire un petit tour de table juste après mon introduction où chaque intervenant va pouvoir justement se présenter. Eric Glass, de la société Onyx. Donc après, Jérôme Billois de chez Wavestone, Luc Declercq de Board of Cyber. Alors, les micros sont un peu compliqués, vous n'hésitez pas si c'est compliqué pour nous entendre aussi, nous faire un petit signe. Vous entendez pas ? Vous entendez pas ? On fait un signe ? Ouais, c'est compliqué. Ouais, je me rapproche encore un peu plus. Ouais, il faut vraiment être collé. C'est plus que 20 cm. C'est 2 en fait. Ouais, c'est ça. C'est 2 cm, pas 20 cm, contrairement à ce qui est marqué. On parlera de la consolidation justement des acteurs de la cybersécurité sur différentes thématiques, que ce soit sur l'achat d'une société par une autre société, donc avec différents points de vue, donc côté cabinet spécialisé, mais aussi côté donc des entreprises qui ont procédé justement à ce genre de rachat, et aussi la perception du côté du RSSI sur qu'est-ce que ça change pour lui sur cette diversité ou justement cette diminution de la diversité au niveau de ses clients, ses fournisseurs plutôt. Je propose qu'on fasse le tour de table. On va commencer justement sur le coup à gauche. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Eric Glass, un peu plus de 30 ans d'expérience dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité numérique. Cette expérience, je l'ai acquise 50% du temps dans ce qu'on appelle des clients grands comptes, comme TF1 où j'ai été responsable de la sécurité informatique, SFR où j'ai été RSSI, et puis l'autre moitié du temps, donc j'ai voyagé dans des cabinets de conseil, chez un intégrateur réseau sécurité. Et aujourd'hui, depuis un peu plus de 18 mois, donc je suis en charge de ce qu'on appelle un centre de profit dans un cabinet de conseil pour développer cette activité, donc cybersécurité et confiance numérique. Donc bonjour à tous, désolé. Bonjour à tous. Donc de mon côté, Jérôme Billois. Moi, je suis un des associés du cabinet Wavestone. Alors presque 25 ans de carrière en cyber, mais quasiment au même endroit, justement, chez Wavestone, où j'ai pu accompagner la diversification et le changement du marché. Moi, quand j'ai commencé, on parlait de sécurité des ordinateurs, de l'informatique. Maintenant, on parle de cybersécurité. On voit que les enjeux ont beaucoup changé, y compris les enjeux économiques. Et moi, justement, je vais éclairer un peu cette logique du marché, des acteurs sur le marché et du retour des responsables cybersécurité. Et bonjour à tous, Luc Declercq, je dirige Board of Cyber. Board of Cyber, c'est un éditeur de solutions de cybersécurité, notamment dans la notation et dans les solutions de GRC. On est un jeune éditeur, on a été lancé il y a 3 ans et demi, donc c'est un spin-off d'une société de conseil. Et on dépasse un peu plus les 500 clients, donc on a une forte croissance. Et on a eu cette croissance aussi par une opération de build-up, d'acquisition dont on parlera tout à l'heure. Merci à tous les trois pour vos présentations. On va commencer directement sur le vif du sujet. On va parler donc de l'état actuel du marché, donc justement sur la partie radar. Et on commence directement par toi, justement, Jérôme. Je vais me lever pour être près du micro, mais ne pas vous arracher les oreilles aussi. Oui, donc vous l'avez certainement observé, quand on regarde le marché de la cybersécurité, on a l'impression qu'il y a des énormes mastodontes, c'est tous les acteurs anglo-saxons qu'on connaît tous, et qui écrasent un peu le reste du marché. Mais en fait, le reste du marché est extrêmement dynamique. Vous pouvez prendre par exemple en France, on édite côté Wavestone chaque année donc, notre fameux radar des startups, dont je peux vous donner les derniers chiffres. L'année dernière, on a trouvé 180 startups en France. Une start-up, c'est une société de moins de 35 personnes, de moins de 7 ans d'existence, dont le siège est en France et qui travaille sur la cybersécurité. Donc on a un vivier absolument énorme de structures qui existent. L'année dernière, il y en a 44 nouvelles qui étaient arrivées, avec une belle logique toujours de croissance. Et en fait, on observe ce marché depuis des années, de la création de jeunes entreprises. Et jusqu'à l'année dernière, on avait un marché qui était extrêmement atone sur les rapprochements. Chaque année, on avait une société qui se rapprochait d'une autre ou qu'on rachetait une autre, etc. Et donc chaque société essaye de grandir organiquement en acquérant des nouveaux clients, en grandissant, etc. Et très peu de logique de build-up, de rachat, etc. Et l'année dernière, en 2025, mais on a eu un peu le début d'une lumière. On a eu dans l'année 8 rachats.
Alors vous allez me dire, 8 sur 180, c'est quand même pas beaucoup, mais c'est quand même 8 fois plus que l'année d'avant. Donc on voit quand même un début de dynamique qu'on confirme aussi quand on échange avec les fondateurs de toutes ces structures qui voient aujourd'hui que finalement ils sont parfois trop petits pour aller adresser des clients qui sont majoritairement des grandes entreprises et des grandes entreprises qui elles aussi cherchent à avoir des acteurs solides pour les passer dans les griffes des processus achats et où la petite taille est clairement un problème. Donc on voit ce début de build-up. Ce qui est intéressant sur les 8 qui ont été rachetés l'année dernière, il y en a une qui a été rachetée côté États-Unis, les autres ont été rachetés plutôt en Europe. Il y avait de l'Italie, de la Suisse et beaucoup de France. Donc on voit qu'on a aussi un début de mouvement ici européen. Alors évidemment, moi j'appelle de mes voeux que ça continue. Je vous donne rendez-vous, alors c'est pas la fin de la table ronde, mais je vous donne quand même rendez-vous en juin de cette année parce qu'on va sortir la nouvelle édition. On a commencé le screening à nouveau de l'ensemble du marché. On verra si cette tendance de rapprochement se confirme. Mais en tout cas, on l'appelle de nos voeux parce que c'est clairement quelque chose qui va permettre à tout le terreau cyber de France et d'Europe de prendre de l'ampleur et d'avoir une offre de valeur qui soit beaucoup plus intéressante. Merci. Tu veux témoigner? Oui, Plus loin. pour illustrer un petit peu ce que vient de dire Jérôme, effectivement, sans prétention, effectivement, donc le cabinet que je représente a participé effectivement au rachat effectivement d'une structure en 2025 dont on va effectivement parler au cours de cette conférence. C'est justement le sujet, tout à fait. Merci pour avoir posé justement donc, le cadre. Là maintenant, on va passer plutôt sur du témoignage au niveau des rachats. On va commencer par Luc sur le coup. Donc une société quand même créée en 2022 qui rachète en 2023 une société créée en 2020. Un sujet quand même assez rapide, donc vas-y, parle-nous-en. Oui, alors donc on est en 2023, début 2023, et on nous propose l'opportunité de faire une acquisition. On est à ce moment-là, on est une vingtaine de collaborateurs. On a un beau succès, ça marche bien, mais on est toujours en train de créer les fondations de Board of Cyber. Et là, l'opportunité, c'est une plateforme qui fait de la GRC dans un environnement Secnum Cloud. Une belle équipe, une vingtaine de collaborateurs, mais avec une dizaine qui sont alternants. Et donc, on se pose la question de dire, est-ce que c'est le bon moment? Parce que nous, on n'est pas encore complètement, les fondations sont encore en train de se développer. Et la question, c'est est-ce que c'est une bonne opportunité pour nous? Et on l'a réfléchi sur plusieurs points. Le premier point, c'est qu'ils avaient une très belle clientèle. Ils avaient conquis déjà des très beaux comptes. Donc, c'est la société 3HIO. Ils avaient Air France KLM, ils avaient le groupe CDC, La Poste. Ils avaient déjà la Française des Jeux. Donc, des très beaux logos. Et on se dit, ça, c'est quand même intéressant pour nous. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est quand on est une start-up, il y a toujours un plafond de verre pour aller convaincre les grands comptes. Il y a une étude récente, il y a le baromètre du Césin. Et il y a toujours cette envie de collaborer avec les start-up pour les grands groupes. Mais toujours ce côté de oui, mais pas complètement. On veut peut-être faire des POC, des trials, mais on ne veut pas vraiment travailler avec et vraiment faire du business avec. Et il y avait deux autres aspects qui étaient intéressants pour nous. C'est l'équipe, les fondateurs, les mêmes valeurs, comment on allait pouvoir les intégrer. Et ça s'est fait très naturellement. Et d'ailleurs, ils sont toujours là, donc on est très content qu'ils soient parmi nous. Et le troisième point, c'était une vision marché. Ce que nous a apporté la plateforme qui permet de faire de la PSSI, qui permet de travailler sur les certifications, qui permettait de travailler les audits, nous intéressait notamment sur le sujet qu'on appelle TPRM, Third Party Risk Management, c'est toute la gestion du risque aux fournisseurs. On subodérait déjà évidemment en 2023 que entre DORA, NIS 2 qui allait arriver et que c'était déjà un des risques principaux des grandes entreprises qui allaient avoir une accélération, et être capable de faire de la notation en continu et travailler sur les audits ou des questionnaires avec quelque chose qui soit en adéquation avec les grands groupes, marcherait bien. On n'avait pas prévu que Nice 2 allait prendre autant de retard en France, mais en tout cas, on est très content que ça marche très bien et on fait beaucoup de cross-sell entre la partie justement audit questionnaire et la partie rating qu'on faisait depuis pas mal d'années. Merci Luc. Sur le coup, Eric, on va te donner la parole. Donc là, c'est quand même un petit peu différent. C'est deux sociétés qui ont une quinzaine d'années. Donc explique-nous les raisons de ce rapprochement et en sachant que tu connaissais quand même l'autre société aussi depuis quelques temps. Oui, tout à fait. Donc pour donner des noms derrière l'histoire, entre guillemets, donc moi je représente une structure qui s'appelle donc Onyx Group. Donc je suis plutôt du côté acheteur. Et ce cabinet, donc Onyx, a racheté effectivement donc en juin 2025 un cabinet qui s'appelle Coesi. Donc déjà pour
initialiser l'histoire, lorsqu'un acheteur veut acheter une société, effectivement, il faut déjà, dans un premier temps, que l'acheteur veuille le faire et que le vendeur veuille acheter. D'accord, ça paraît simple de dire ça, mais ça n'a pas été un achat agressif, comme on peut le voir aujourd'hui dans la presse. Ensuite, si je me mets du côté... si je me mets du côté de l'acheteur, plutôt du côté du vendeur, pardon, pour commencer l'histoire. Effectivement, comme l'a dit Alexandre, c'était une structure qui existait depuis une quinzaine d'années. Au bout de 15 ans, le fondateur souhaitait effectivement s'associer à une structure plus importante pour partager un petit peu les fonctions support qu'on appelle dans un cabinet, donc les fonctions RH, l'administration des ventes, la comptabilité, la gestion, donc quelque chose qui fatigue un petit peu l'entrepreneur et qui n'est pas son cœur de métier. Le cœur de métier du fondateur, c'était plutôt de se focuser, d'être plutôt orienté business et aller chercher des nouveaux clients et puis de fidéliser ses clients. Donc ça, c'était le côté vendeur. Et le côté acheteur, donc côté Onyx, nous, ce qu'on souhaitait, c'était de capitaliser sur l'expérience et l'expertise de ces 15 années d'expérience de Coesis, c'est-à-dire consolider notre expertise sur le marché du conseil en sécurité, donc la GRC, donc la gestion de la gouvernance, du risque et de la conformité, avec l'activité aussi RGPD, et consolider aussi notre position sur le métier des audits PASI, donc tout ce qui est prestataire d'audit de sécurité. Et enfin, c'était aussi dans une activité de conseil, je dis souvent qu'on n'a jamais la bonne taille. Soit on est trop petit, parce qu'on fait 10 personnes, soit on est trop gros. Et donc voilà, donc on n'a jamais la bonne taille. Nous, on n'avait pas la bonne taille. Coesis n'avait pas non plus la bonne taille. Donc 1 plus 1 est égal à 2. Et donc là, ça nous permet ça nous a permis rapidement, effectivement, d'atteindre la taille critique dans nos retours d'expérience qui correspond à peu près à entre 30 et 50 consultants, qui permet effectivement de se dire, dès qu'il y a des trous d'air en termes de business, l'avion résiste et on peut continuer effectivement à se développer. Et pour finir aussi sur ce rapprochement, l'objectif, c'est Coesis est toujours, de toute façon, parce que son président est toujours là, mais est une entreprise innovante. C'était aussi pour Onyx d'aller aussi sur des marchés innovants. La cyber aujourd'hui, l'IT, c'est des marchés qui, je ne dis pas sous le contrôle de Jérôme, qui sont un petit peu saturés, mais on voit que les grandes banques, les grandes assurances, les grandes industries, la cyber et l'IT, je ne dis pas que c'est un peu derrière nous, mais ce qui est devant nous, c'est plutôt les risques OT ou IoT, la sécurité dans une automobile, la sécurité quand vous allez recharger votre voiture électrique. Tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu à adresser aujourd'hui et demain et dans les années qui viennent. Et effectivement, Coesis embarquer cette compétence sur les bornes de recharge électrique et des choses comme ça. Donc voilà un petit peu. Donc pour résumer, il faut un acheteur, il faut un vendeur, il faut que les deux acheteurs et vendeurs aient envie d'avancer ensemble, et on reviendra tout à l'heure sur les recommandations et les conseils que je peux aussi donner sur cette aventure. Merci Eric. Sur le coup, on va voir si ça colle ou pas finalement ce qui a été dit par nos deux intervenants par rapport à ce qui ressort au niveau des études, taille critique, la partie innovation, peut-être la partie certification aussi, parce que ça a quand même des coûts, ce genre de choses. Ça peut nous éclairer? Tout à fait, effectivement, les rachats sont souvent bénéfiques, même s'ils doivent être bien préparés, bien travaillés, et c'est jamais une aventure facile. Mais on le voit, nous, aujourd'hui sur le marché, parce que moi je me positionne beaucoup du côté des RSSI dans des opérations d'achat de solutions cyber, alors la taille compte énormément, je l'évoquais déjà un petit peu dans mon introduction. Ce qui va compter aussi, c'est justement l'expertise technique, c'est les certifications. Et on le voit, les petites structures aujourd'hui ne peuvent pas aller chercher des certifications comme les différents labels de l'ANSSI, alors qu'aujourd'hui, dans nos scale-up en France, on est à peu près à 50% des scale-up qui ont ce type de qualification. Donc on voit bien qu'il faut quand même avoir une taille minimum pour entamer ces processus qui consomment de l'énergie et du temps. C'est aussi, la taille, c'est aussi quelque chose, et en particulier dans les cabinets de conseil, et pour le coup, je connais bien, quelque chose qui permet d'amortir quand on a des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Parce qu'en fait, une petite structure, elle est extrêmement fragile. Quand elle fait 10, 15 personnes, vous êtes tout de suite à la merci du premier incident client ou du premier incident avec un collaborateur. Donc il y a quand même rapidement une nécessité économique et de fonctionnement de grossir en termes de taille. Mais je pense que c'est clairement aussi
le fait de grossir, de se rapprocher, c'est clairement aussi ce qui amène plus de valeur sur le fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en cyber, c'était évoqué, la cyber basique, c'est fini. Je dirais, mettre un pare-feu, des règles de filtrage, mettre un antivirus, voilà, ça, entre guillemets, tout le monde sait faire. C'est maintenant des fonctions qui sont presque par défaut dans les outils. Si on va sur de la cyber un peu plus moderne, on a des acteurs monstrueux, anglo-saxons en particulier, qui, eux, arrivent avec des panoplies de fonctions. Et donc, il faut pouvoir se démarquer par l'expertise, par la fonction qui va être différente, par l'approche qui va être innovante et qui va nécessiter de la R&D. Et donc, pour avoir de la R&D, il faut la financer aussi. Et donc, c'est pour ça que dans cette logique d'augmentation de la taille, il y a une vraie logique d'augmenter le niveau d'expertise, d'augmenter la qualité de l'offre et donc d'entamer un cercle vertueux qui permet justement de se développer encore plus grand après. Super, merci. Bon, là, vous avez une meilleure compréhension du marché, des changements du marché, avec des débuts de témoignages sur, entre guillemets, le pourquoi. Par contre, on va peut-être aussi s'intéresser finalement au comment. Et la question, elle sera la même justement pour vous deux au niveau des témoignages. C'est des actions qui ne sont pas forcément simples, qui demandent aussi du travail en amont. Et sur le côté travail en amont, des solutions qui prennent qui demandent du temps. On va commencer par toi, Luc, parce que finalement, c'était quand même assez rapide. Oui, c'était rapide. On avait quand même quelques écueils. Il fallait arriver à les intégrer. Il fallait s'assurer que chacun trouve son rôle dans une nouvelle organisation. Et ça a plutôt fonctionné parce que le cofondateur de TrustIQ est devenu notre responsable produit. On a quelqu'un qui est devenu le CTO adjoint, le responsable de l'équipe de dev. Et toute l'idée, c'était comment on continue à construire. Ça prend du temps, mais on est très content parce que finalement, ce partage de clients a bien fonctionné. L'intégration, parce qu'un des gros sujets aussi des RSSI, c'est qu'ils ont beaucoup trop de systèmes, de plateformes, d'outils finalement de cybersécurité, plus d'une quarantaine en moyenne. Et donc l'idée, c'était comment on plateformise, comment on a des solutions, finalement on continue à développer. Je rebondis sur ce que disait Jérôme, on a plus de la moitié de nos équipes, c'est des développeurs, c'est de l'innovation. Évidemment, on ne peut pas ne pas s'approprier le sujet IA actuellement, donc on travaille sur comment on intègre l'IA dans toutes nos solutions, notamment pour résoudre un gros problème qui est comment éviter le questionnaire de sécurité, le énième questionnaire de sécurité sur notamment le risque fournisseur, et avec des beaux succès, mais ça nécessite des moyens, et c'est là où on a besoin de la croissance. Et clairement, on a besoin d'avoir cette intelligence de pouvoir intégrer pas seulement les équipes, mais dans une seule plateforme pour que nos clients ils aient finalement l'ensemble de solutions d'une façon simple. Et c'est ce que font très bien les gros acteurs américains, des Palo ou autres, qui arrivent en expliquant qu'ils ont toute la plateforme, pas besoin d'aller chercher ailleurs, ils ont la solution qui va bien. Et donc, il faut rebondir sur ce point-là, et je pense que c'est un des enjeux de la consolidation. Merci Luc. Sur le coup, Eric, je prends la citation. Il fallait bien travailler en amont, mais surtout après l'achat, car c'est là que la vraie vie maritale commence. C'est ça. Alors, si on prend effectivement les retours d'expérience dans la vie de tous les jours, quand on veut se marier, effectivement, il y a différentes étapes en amont et puis après, il y a des étapes en aval. Donc, il y a les étapes de fiançailles, donc on va faire connaissance. Donc ça prend un peu de temps. Chacun va essayer de charmer l'autre. Donc, l'acheteur va charmer le vendeur va charmer l'acheteur. Et ensuite, on va commencer à parler de fiançailles, donc avec ce qu'on appelle une lettre d'intention. D'accord. Donc, mais avant la lettre d'intention, il y a ce qu'on appelle aussi une due diligence. C'est-à-dire que chacun a montré qu'il était le plus beau, d'accord. Mais à un moment donné, il faut prouver qu'on est vraiment que le vendeur est le plus beau et que l'acheteur est le plus beau, d'accord. Donc il y a cette lettre d'intention, il y a cette due diligence, d'accord. Et puis après cette lettre d'intention, il faut qu'elle soit effectivement signée. Donc on signe un petit peu un contrat de fiançailles, on va dire. Mais ces contrats de fiançailles, généralement, ça passe aussi avec des avocats. Donc ça prend un peu de temps, d'accord, pour qu'on s'associe, parce que dans un contrat de mariage, effectivement, un mot chez un juriste, c'est pas automatiquement le même mot pour un financier ou pour quelqu'un qui fait du business. Donc ça prend du temps. Et ensuite, la recommandation qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'effectivement, donc ça, on s'imagine qu'une fois qu'on a signé l'acte de mariage, tout va bien, mais en fait, les ennuis commencent après cet acte de mariage, parce qu'on n'a pas anticipé finalement que quand on va intégrer cette structure, il y a des hommes et des femmes, donc il faut veiller en amont du mariage au contrat de travail des uns et des autres, aux spécificités qu'il y avait chez Coesi et les spécificités qu'il y avait chez Onyx. Donc savoir si effectivement on va essayer
d'être bienveillant et de prendre le meilleur des deux mondes, d'accord. Mais comme c'est des petites structures, on va dire sur 15 personnes, il y a 15 contrats de travail différents, donc c'est 15 cas particuliers. Donc il faut essayer de dire, moi j'ai une mutuelle comme ça, j'ai la mutuelle de ma femme, j'ai la crèche de ma fille, etc. Donc on va essayer d'étudier tout ça en amont et non pas en aval. Comme ça va être très clair. Le lieu de travail, la politique de télétravail, les tickets restaurants, et j'en passe, et des meilleurs. Ensuite, effectivement, l'autre chose à bien vérifier aussi, c'est que, comme dans le business, l'acheteur, il veut acheter au plus bas, et le vendeur, il veut acheter au plus haut. C'est l'inverse, pardon, c'est l'inverse. On a compris l'idée. Voilà, vous m'avez suivi, d'accord. Donc, c'est ça à un moment donné. Donc, généralement, dans cet acte de mariage, on va appeler ce qu'on appelle un earn-out, c'est-à-dire un complément de prix, qui vient ensuite polluer, finalement, l'activité du fondateur, parce que tous les jours, il voit que son complément de prix, parce qu'il a vendu bas, d'accord, ou au prix du marché, et on lui a fait miroiter effectivement un complément de prix. C'est un petit peu, voilà, comme dans le mariage. J'avais validé avec ma femme que je ne ferais jamais les courses, et finalement, aujourd'hui, tous les week-ends, je vais faire les courses, d'accord. C'est exactement la même chose. Donc voilà, donc tout ça pour dire que en amont de la signature, le monde il est joli. Ensuite, ça ne veut pas dire que c'est pas joli, mais effectivement, l'idée c'est de vérifier avant l'acte de mariage que les points sensibles qui vont venir après, qu'on les valide un petit peu avant. Voilà. Merci. Donc faites attention au earn-out pour ceux qui vont se marier. Bon bref, désolé pour la petite plaisanterie. On va voir cette stratégie maintenant, cette vision aussi, mais plutôt côté RSSI, côté acheteur de solutions. Donc on va se placer de ce côté-là pour savoir quelles sont leurs attentes, peut-être les changements aussi malgré tout qui arrivent actuellement dans le marché, répondent peut-être aussi à certaines de leurs demandes, je pense. Tout à fait. En fait, ce qu'on observe sur les budgets cybersécurité actuellement, dans la plupart des grandes entreprises, on va dire il y en a quand même 15-20% de nos clients, on va dire, sur lesquels il y a une forte pression budgétaire. C'est-à-dire qu'on leur dit quand même, il y a eu beaucoup d'investissements les années précédentes, maintenant il va falloir rationaliser. Ça, c'est vraiment un premier axe. On a à peu près 50-60%, je dirais, qui eux sont plutôt dans des budgets flat. Mais alors, qui dit budget flat dit attention, il y a l'inflation, il y a un certain nombre d'augmentations de coûts structurels, de salaires, etc. Ce qui, au final, un budget flat représente un budget quand même en légère décroissance. Et puis, on en a quelques-uns qui, pour le coup, sont vraiment encore dans des zones de difficulté et qui arrivent à négocier des budgets en forte augmentation. Mais donc, je dirais que la courbe de croissance de la cyber, elle est quand même en train de ralentir petit à petit et de s'aplatir petit à petit. En tout cas, c'est ce qu'on observe très clairement sur les grandes entreprises. Et donc, on est dans une phase où justement, il n'y a pas la marge de manœuvre pour acheter la dernière solution sortie, celle qui brille, qui a l'air intéressante et qui est sympa et qu'on va juste prendre pour tester et on verra bien si ça sert à quelque chose après. Il y a une vraie aujourd'hui réflexion sur la manière dont on va conduire les achats de produits cyber, voire même, et on a mené nous plusieurs missions dans cet objectif-là, de rationalisation du parc de solutions logicielles et matérielles cyber. Luc l'évoquait tout à l'heure, on a des clients chez qui il y a entre 60 et 80 solutions de cybersécurité. Vous imaginez, ça fait entre 60 et 80 contrats à gérer, 60 et 80 solutions à connaître techniquement, à former les personnes, à savoir finalement les faire fonctionner entre elles au quotidien. Et on sait que la complexité, elle est exponentielle par rapport au nombre d'interconnexions dans tous les sens. Donc on se retrouve des fois devant quelque chose qui devient même quasiment ingérable et où il faut donc nettoyer. Et en fait, ce qu'on voit clairement aujourd'hui, alors on a des clients qui sont un peu extrémistes dans cette approche-là, qui disent « moi je veux avoir à la fin une plateforme et 2-3 produits annexes ». Ça, je ne sais pas si je le conseillerais jusque-là, parce que quand vous n'avez plus qu'une seule plateforme, vous vous retrouvez bloqué sur un vendeur, vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'été dernier, les petits incidents qu'il y a eu sur CrowdStrike. Si jamais vous avez une défaillance d'un produit et que c'est le cœur de votre plateforme, tout tombe. Donc une énorme plateforme, malgré tous les discours qu'on entend, je le pousserai peut-être pas. Par contre, effectivement, avec les offres qu'on voit sur le marché aujourd'hui, on peut aller sur 3, 4, 5 grands acteurs qui vont gérer des pans d'un côté la GRC, de l'autre côté l'IAM, de l'autre côté la sécurité périmétrique, de l'autre côté la sécurité interne, les EDR, etc.
Donc on a vraiment cette logique de consolidation et malheureusement il y a de moins en moins de place pour des petites solutions nouvelles qui arrivent et qui doivent franchir toutes les étapes de se faire connaître, démontrer leurs différences, passer les achats, se faire intégrer, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de ces build-up entre structures pour arriver à avoir aussi des plateformes qui soient plus européennes. Alors est-ce que ça passe par du rachat? Alors c'est l'objet de la discussion, évidemment oui, et on a vu des rachats qui sont positifs dans cette logique-là. Il n'y a pas que la solution des rachats, on peut aussi avoir des logiques de consortium qui peuvent se monter, des logiques du travailler ensemble et de rendre les produits beaucoup plus interopérables et faciles à déployer communément. Alors c'est sûr qu'à la fin, un RSSI ou une direction des achats, ils préféreront avoir une tête, un client, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un rôle très important des intégrateurs qui, eux, arrivent et peuvent justement faire cette interface avec le client. Mais en tout cas, si on regarde l'état du marché, l'état de la demande côté responsable cybersécurité, il y a un vrai besoin d'arriver vers cette consolidation et de l'ensemble des acteurs du marché. Super, merci. Eric, tu voulais nous parler d'un cas très particulier qui te tient à cœur, le GME justement, qui est le groupement donc, momentané d'entreprises qui permet aussi donc, de massifier. Oui, c'est-à-dire que ce qui est important quand on a une taille, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on n'a jamais la bonne taille, c'est-à-dire que soit on est trop petit, soit on est trop gros, mais quand on est trop petit, on peut toujours essayer de s'associer virtuellement avec un ou plusieurs partenaires pour montrer effectivement à un client du domaine privé ou du domaine public qu'on va mutualiser des expertises, on va consolider nos différents retours d'expérience et sans vouloir faire la publicité effectivement de ce qu'a créé le ministère de l'économie et des finances, donc pour une fois qui font des choses intéressantes pour nous, c'est ce qu'on appelle effectivement un GME. Le GME, c'est groupement momentané d'entreprises. Donc c'est un groupement virtuel. On connaît tous le côté sous-traitant des choses. C'est-à-dire que vous êtes sous-traitant d'un partenaire. On peut être co-traitant, c'est-à-dire avoir une co-responsabilité vis-à-vis d'un client. Mais effectivement, ce GME, ce groupement momentané, virtuellement, on signe un accord un petit peu avant les fiançailles. Donc on fait connaissance aussi. On crée ce GME qui n'engage à rien du tout, entre guillemets, mais qui montre au client, côté fournisseur, qu'on est plus fort et qu'on va mutualiser les expériences, les expertises. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser à consommer sans excès, quoi. Voilà. C'est clair ce que... Super, merci. Alors du coup, on va continuer avec toi, Luc, parce qu'on va justement enchaîner sur le sujet qui a été introduit sur la partie plateforme. Comment tu vois cette stratégie, toi, en interne, au niveau de l'entreprise, justement? C'est un point intéressant. Par exemple, on fait de la notation cyber. Donc, on fait de la notation sur la surface d'attaque. Et puis, on s'est dit que c'était quand même très intéressant de l'enrichir et puis de se différencier par rapport à nos concurrents qui sont plutôt des grands acteurs américains en disant qu'est-ce qu'on peut apporter de différent. Et quand on regarde d'un point de vue RSSI, on échange avec eux dans des clubs comme le Cézanne, le Clusif ou d'autres écosystèmes. Et ce qui était intéressant, c'est de dire c'est quoi le Graal pour l'attaquant, le Graal d'après. L'Active Directory, je pense que Jérôme, tu confirmeras. En général, quand il y a une attaque réussie, l'Active Directory est compromis. Donc on a fait une solution qui s'appelle AD Rating qui est autour de l'Active Directory. On l'a sorti, les gens ont dit c'est super, ils me disent mais nous on fait l'AD, mais ce qui serait bien, c'est qu'on est aussi en train de partir vers Entra ID, on bascule sur un environnement Microsoft 365. On s'est dit c'est pas mal, on va sortir une troisième solution, on l'a sorti là en décembre dernier sur l'environnement Microsoft 365. Ce qui est intéressant pour le RSSI, pas obligatoirement d'un très grand groupe, parce que dans un très grand groupe, ça va être morcelé, c'est pas obligatoirement les mêmes équipes, mais c'est la même plateforme, la même interface, et comment on va pouvoir demain interfacer avec ces équipes et avoir un cockpit, comment le CISO il va pouvoir rapprocher au COMEX avec des choses qui sont faciles et intelligibles. Ça, c'est un gros sujet, c'est un marronnier dans le cyber, c'est toujours le lien entre le CISO et le COMEX, et finalement avec quelque chose qui est très lisible pour tout le monde, mais aussi très opérationnel avec toutes les recommandations. Et donc, on a dressé 3 points qui sont très complémentaires et qui permettent finalement d'une PME à un grand groupe d'adresser quelque chose qui est périphérique avec toujours les mêmes attributs, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a une notation automatisée, et ça c'est un point important parce que ça permet d'avoir une efficience économique. C'est quelque chose qui permet d'être en continu, et dans la cyber, on fait souvent des audits, des questionnaires, mais c'est en général plutôt une fois par an, et c'est bien d'avoir toujours un risque qui est un risque en continu et de devoir quand même le suivre dans la durée, et toujours avec quelque chose qui soit lisible avec la même interface. Ça, c'est des points très importants. Et c'est pour ça, nous, on pense que les approches de plateformisation
Et on continue à réfléchir sur tous les sujets, de dire comment on intègre plus. Sur la plateforme TrustSU, qui est une autre plateforme qui est dans un environnement Secnum Cloud, on a fait remonter des informations de rating pour notamment l'audit des fournisseurs. Merci pour le complément. Donc on l'a vu là sur le fait qu'il y a donc une accélération de ces rapprochements, une consolidation du marché, certainement avec un besoin de consolidation du marché, en sachant qu'il y a quand même une spécificité avec un marché donc PME-ETI, avec l'arrivée de Nice 2 qui va créer des nouvelles opportunités, mais aussi un besoin de relais dans les territoires, de présence proche aussi, donc certainement des grands acteurs se divisant le territoire. Là, on commence à arriver sur la fin de la table ronde, mais par contre, je voulais, avant de prendre justement les questions, que chaque intervenant puisse avoir un mot de la fin, un mot d'espoir, un mot de conseil, c'est au choix. Allez, un mot d'espoir, parce que dans le contexte dans lequel on est actuellement, je pense qu'on a tous besoin d'espoir. Et l'espoir, c'est que justement, on a tout un terreau cyber qui est extrêmement présent en Europe. Ayons l'espoir que justement, il se consolide et qu'on arrive à créer des grandes plateformes et que les atermoiements géopolitiques du moment permettent à l'Europe de grandir sur ce volet. Oui, alors pour conclure un petit peu ce que nous avons partagé cet après-midi, ce qui est important à garder là, à l'esprit dans ces notions de fusion, d'acquisition, c'est déjà la seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même une aventure humaine. Donc qui dit aventure humaine, c'est que dès le début de la rencontre jusqu'à l'acte d'achat plus la phase d'intégration, c'est qu'il faut qu'il s'installe rapidement cette relation de confiance. D'accord ? C'est une relation entre un homme, une femme ou deux hommes, mais deux entrepreneurs qui vont signer effectivement un pacte, d'accord, pour écrire une histoire. Et cette histoire, elle n'est pas là pour s'écrire pour 6 mois, 2 ans, 3 ans. Hein, quand on se marie, généralement, on se marie pour quelques années, sauf si on décide pendant l'acte de mariage qu'on peut se marier que pour 2 ans. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, dans ces sujets de fusion-acquisition, l'idée, c'est de signer une aventure. Et l'objectif, c'est qu'elle dure la plus longtemps possible. Et donc, que la confiance qu'on a pu créer au début de l'histoire, on la cultive tous les jours. Donc, un peu comme dans votre vie de tous les jours. Je ne vais pas vous faire un long discours là-dessus, mais voilà, il faut que la confiance, on la travaille tous les jours et qu'elle soit renforcée tous les jours pour qu'à un moment donné, on ne regarde pas trop les aspects financiers de la fusion et de l'acquisition, mais plutôt qu'on regarde, comme le disait très bien Jérôme, c'est quelle est la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter à nos clients, quelle est la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter au RSSI. C'est parce que c'est grâce à nos clients si on vit et si cette fusion, elle existe et si elle prend forme. Voilà. Oui, alors, côté Board of Cyber, nous, on a l'ambition d'être un des acteurs de consolidation au niveau européen. On sait que c'est un marché fragmenté, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des réglementations, même si elles ont des applications qui peuvent être par pays. C'est des applications c'est la même philosophie finalement pour l'ensemble de l'Europe. On regarde, nous, régulièrement des cibles dans d'autres pays parce que finalement, c'est une bonne façon d'aller consolider un marché ou de pénétrer un marché. On n'est pas les États-Unis où finalement on a tout un énorme marché. L'Europe, c'est un peu plus fragmenté. Finalement, si on demande à des ciseaux français combien de solutions allemandes, belges ou danoises ils utilisent, à mon avis, c'est assez limité. Et donc, c'est intéressant de dire comment on construit ça. Je pense qu'il y a plein d'espoir. Je pense que les modèles comme les radars de Wavestone sont super intéressants. Ça nous permet de faire du screening aussi et de détecter des nouvelles startups qu'on pourrait consolider, qu'on pourrait aider parce qu'on a plutôt une machine commerciale, une machine marketing et qu'on a des fonds derrière nous qui nous permettent de nous développer. Mais en tout cas, c'est l'ambition. Et je trouve qu'on a des milliards de belles opportunités en Europe parce qu'il y a l'intelligence, il y a les ingénieurs et il y a un très beau marché au total. Et donc, c'est comment on va finalement créer ce marché unique qui est un peu la boîte de Pandore, etc. Mais en tout cas, 32 nous fait beaucoup de bien finalement pour le marché parce qu'on a parlé de l'indice de résilience numérique, ou en tout cas la prise en compte d'une indépendance stratégique ou une autonomie stratégique. En tout cas, il y a un réveil sur le fait que finalement, si j'ai 2 solutions équivalentes, peut-être que je vais regarder si la solution est plutôt européenne et réduire un peu ma résilience, enfin, améliorer ma résilience et réduire finalement ma dépendance à des acteurs non européens. Et ça, c'est des éléments intéressants. Et après, nous, l'ambition, c'est de faire toujours les meilleurs produits. Donc, peu importe si finalement le concurrent il est américain, chinois, israélien, c'est qu'on ait vraiment le meilleur produit pour nos clients. Merci à tous les trois. Merci aussi aux organisateurs. Déjà la 3e année où ils font confiance à la systématique pour la partie événementielle.
Et maintenant, sur le coup, c'est à vous d'avoir la parole. Si vous avez des questions, justement, profitez-en. Oui. Il faut venir ici, par contre, pour poser la question. C'est un peu le côté stressant. Alors, pour répondre à la question, déjà, si je reprends mon image de fiançailles, il s'est passé à peu près 9 mois. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on a signé, donc on a signé l'été dernier, la phase d'intégration, elle n'est pas complètement terminée encore. Hein, typiquement, les côtés RH, c'est terminé. Mais maintenant, il y a à finir le SI Finance, le SI RH, même des petites structures, ils ont quand même de l'outillage. Hein, ils ont tout en SaaS, mais à un moment donné, le SaaS de gauche n'est pas égal au SaaS de droite, donc il faut intégrer effectivement la comptabilité, la finance, le RP pour le business, etc. Donc ça, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. L'objectif, c'est qu'on termine d'ici fin mars. Donc finalement, pour résumer, c'est une première grossesse pour les fiançailles. On se marie et après, il y a à peu près 9 mois pour qu'on donne un petit peu le boost sur le business, même si le président du cabinet qui a mis la main à sa poche pour acheter aurait aimé que ça aille plus vite, quoi. Voilà. Côté Board of Saber, je pense que les discussions ont commencé en mars 2023. On a conclu en juillet 2023. Et en juillet, c'était Big Bang. Tout le monde est venu dans les locaux. Alors, hormis les devs qui sont tous en remote, mais on a intégré, on les a basculés, on a changé tous les contrats de travail pour qu'ils soient côté Board of Saber. On a gardé, si on avait des points contractuels dans les contrats, tu as signé avec Trust HU et pas avec Board of Saber. Il faut un peu de temps pour changer le nom. Tu as des petits aspects de subvention, de contrats, de BPI et autres, qui fait qu'on a gardé une structure jusqu'à fin décembre. Mais en tout cas, l'intégration des équipes, ça a été très rapide. C'était un choc, évidemment, toujours de culture, ce atelier bascule. Ils avaient un très beau coworking au milieu de Paris. On est à Sèvres, Pont de Sèvres, donc c'était un peu plus éloigné. Donc on était à beau bout de ligne de métro. Mais en fait, ils ont bien aimé le fait que finalement, il y avait une perspective. Les dirigeants de Trust HU avaient le choix de revendre et faire de gagner de l'argent directement ou s'inscrire dans un schéma un peu plus industriel avec nous et s'inscrire dans une aventure. Et donc le fait qu'il y ait eu un choix et qui a été expliqué aux collaborateurs de Trust HU, ça a permis justement d'avoir une intégration qui soit plus simple sur ce sujet-là. Je vais peut-être rajouter un élément, parce que je ne suis pas du tout intervenu sur cet angle-là, mais nous-mêmes, Wavestone, on fait des acquisitions très régulièrement. Et en 2023, on était 4500 personnes et on a fait l'acquisition d'une structure en Allemagne de 1500 personnes. Voilà, qui nous a énormément renforcé sur l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse alémanique pour justement étendre notre emprise et être aujourd'hui un vrai acteur à l'échelle européenne. Donc du conseil au sens large, en cyber, sur les 6000, il y en a 1000 qui font de la cyber. Donc on a aussi beaucoup d'autres métiers. Mais pour vous donner un peu la timeline là, 2023 c'était la signature, mais finalement on était en partenariat avec cette structure depuis plus de 3 ans. Donc on avait commencé à travailler ensemble, un peu comme on disait, la phase de fiançailles, savoir si on arriverait à bosser ensemble dans le futur. Mais on avait commencé par répondre ensemble à certains dossiers, à s'échanger un peu d'expertise, de retour d'expérience, etc. Ça s'est bien passé, on a décidé d'y aller. On a déjà passé une première année juste à chercher des synergies opérationnelles commerciales pour montrer que le mariage valait le coup, quelque part. Voilà. Et au bout d'un an, là, on a commencé à aligner petit à petit tous les processus qu'Eric évoquait. Et Dieu sait qu'il y en a. Et là, c'était du lourd parce qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de pays, beaucoup de réglementations différentes. Et donc aujourd'hui, l'acquisition était en juillet 2023. Je pense qu'en juillet 2026, on pourra dire qu'on aura quasiment fini. Mais là, voilà, c'est au moins 3 ans dans des rachats à cette ampleur-là. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a voulu, c'est que le rachat soit directement efficace pour nos clients, qu'on se concentre tout de suite sur la valeur. Et donc, on a tout de suite été vendre ensemble sur des comptes franco-allemands, sur amener les expertises des uns et des autres. Et puis, on prend le temps de faire la tringlerie en dessous, proprement, pour que le mariage soit dans la durée. Parlez fort. Au choix, vous pouvez venir. Bonjour, donc Monsieur Foulani. Moi, j'ai une question. Donc, je vais rebondir sur le point qu'avait évoqué votre collègue concernant donc le processus de mariage. C'est très intéressant.
Parce qu'en fait, si je le décline sur le process, par exemple, d'acquisition ou bien d'un projet avec une entreprise, quels sont les indicateurs qui vous permettent de fidéliser ce client? Je m'explique. Soit on commence par tout petit, c'est-à-dire de construire le socle avec le client, et derrière on commence à le fidéliser pour pouvoir lui donc vendre d'autres services, d'autres technologies. Quels sont ces indicateurs qui vous permettent de dire oui, ce client il est il est assuré par ce que nous proposons et qu'on va continuer avec lui. Parce que soit, je reprends votre exemple, le mariage, c'est-à-dire au niveau de la phase des fiançailles, est-ce qu'on avait évoqué tous les points avec le partenaire ou pas? Et comment on peut aborder les autres points qu'on n'a pas vus dans la phase de fiançailles et après? Et comment on peut sécuriser ces points-là pour pouvoir fidéliser le client? Oui. Aujourd'hui, oui. Votre question, c'est de se dire, si je suis concret, c'est que avant le mariage, on avait des clients Onyx et des clients Coesi. D'accord ? Donc on a deux types de clients. Aujourd'hui, à date, bien sûr qu'on essaye de faire ce qu'on appelle du cross-selling ou de l'upselling chez les clients. Typiquement, Coesi avait une offre, nous on a une offre, son offre plus notre offre, on fait plus chez les clients, donc on peut apporter plus de valeur. Donc ça se fait naturellement sur le côté business après le mariage, on va dire. D'accord ? Et effectivement, par rapport à l'expérience que partageait Jérôme, l'idéal serait que ça aurait pu se faire avant tout ça. C'est-à-dire que si on a un partenariat pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, effectivement, on fait du cross-selling avec l'offre de A et l'offre de B, quoi. Et comme ça, quand on s'est marié, après, tout va bien, quoi. C'est-à-dire que ça roule et on continue à avoir le même CRM et puis à faire les mêmes propositions. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore des propositions A et des propositions B. Donc, on commence tout doucement à avoir les mêmes propositions, mais on essaye de prendre aussi le meilleur des deux, le meilleur des deux mondes. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Il y avait une partie de la question qui était aussi sur comment on peut être sûr qu'on va avoir bien tout cadré avant de se rapprocher et de rien oublier. En fait, clairement, c'est impossible. Et donc, je dirais un peu, pour continuer dans cette approche des mariages, ce qu'on va essayer d'évaluer dans l'un et dans l'autre, c'est notre capacité commune à gérer des problèmes. Voilà. On va mettre évidemment un socle. Il faut qu'il y ait une valeur business, il faut qu'il y ait une valeur pour les clients, pour les offres, etc. Mais à un moment, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne pourra pas tout anticiper. Et donc, ce qu'on cherche vraiment à évaluer, c'est est-ce que finalement, quand on sera face à un problème, on saura le régler en se serrant les coudes. Voilà. Et c'est aussi ça qui fait souvent le succès des mariages sur le long terme. Mais bon, voilà. Et je pense que c'est vraiment l'adéquation dans le management, dans les équipes, l'état d'esprit qui permettra d'affronter des difficultés qu'on ne pourra jamais tout anticiper. Et juste, ça reste quand même très limite. Enfin, il y a toute la partie due deal qui est quand même extrêmement importante. Donc, oui, c'est sûr. La partie contrat, la partie financière, la partie RH, tout ça, c'est à regarder en amont. Donc évidemment, on va découvrir des choses quand on soulève le tapis. Tout ne sera pas parfait. Mais ouais, je suis complètement d'accord. C'est là où la partie, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a la même culture d'entreprise? C'est des facteurs clés pour que l'intégration se passe très bien. On arrête là. Bon. Merci à toutes et à tous. On doit justement vous rendre à vos autres activités, que ce soit du l'achat d'entreprise, que ce soit la vente de vos solutions et rencontrer des partenaires. Un grand merci à nos 3 intervenants que vous pouvez justement applaudir. Merci. Et merci pour vos questions aussi. Bonne journée.